Bonjour à tous aux séries de webinaires de Kudo Boost. Mon nom est Shelley Kavanagh et je suis ici en mon nom même et Suzanne Thompson. Et nous allons animer le webinaire de ce jour. Avant de questions, quelques petits points d'intendance. Pour les participants Pour les participants qui écoutent en français, cliquez sur le mot Floor en bas à gauche de l'écran et sélectionnez Français. Pour suivre la présentation PowerPoint en anglais, vous cliquez sur le mot Présentation en haut à gauche de l'écran. Pour suivre la présentation en français, téléchargez la version française de la présentation en cliquant sur le mot Document à droite. N'hésitez pas à télécharger les documentations dans les deux langues en cliquant sur le mot Document à droite. Il y aura une session de questions lors des dernières minutes de ce webinaire. Cependant, s'il y a des questions en sus auxquelles nous n'avons pas pu répondre, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel et Carol va faire passer ces questions à Carole et moi-même et nous y répondrons. Vous pouvez soumettre vos questions en votre question. Vous pouvez nous envoyer vos questions en tout temps. Si vous écoutez ce webinaire en groupe, merci d'indiquer le nombre de participants en cliquant sur le mot message et ensuite participants. Merci beaucoup. Nous allons commencer notre présentation avec une reconnaissance du territoire. Merci beaucoup, Shelley. C'est un mystère de se rencontrer comme ça en ligne, donc nous reconnaissons humblement et respectueusement que nous sommes des hôtes et colonisateurs non invités sur la terre où nous vivons et travaillons, le territoire des peuples Anishinaabe, Mississauga et Haudenosaunee. Nous reconnaissons l'actuelle détentrice du traité, la Première Nation Mississauga de New Credit. Ce territoire est visé par le pacte de la ceinture Wampum, faisant référence au concept du bol à une cuillère, une entente permettant de partager et de gérer pacifiquement la région des Grands Lacs. Et l'art ici est fait par une collègue, Monique Bédard, avec Lady Bird, qui est une thérapeute, l'art-thérapie. Ils ont travaillé avec l'école publique Bruce de Toronto afin de reconnaître le pacte du bol à une seule cuillère. Merci beaucoup pour avoir ouvert cette séance. Pour les 50 minutes à venir, vous pouvez vous attendre à beaucoup de partage au niveau de la pleine conscience, au niveau de l'activisme social. Comment, en combinant cela permet vraiment une transformation des personnes. Concernant les influences pour Suzanne et moi-même, nous avons été influencés par le TCD et puis aussi des thérapies psychomoteurs. Merci, Shelley. Il y a une très belle image. Et nous voulons commencer avec les participants et le travail que l'on a fait au cours des années. Cet artiste a déclaré que cette œuvre d'art était un monde partagé. En utilisant l'argile, j'essaie de présenter le monde où les femmes et les autres personnes marginalisées pourraient avoir vraiment de l'espace et la liberté. Si vous partagez les rêves avec moi, commençons. Nous pouvons faire que ce rêve devienne une réalité en créant un espace pour les femmes, mais pas seulement. Et nous aurons tous beaucoup à partager. Au niveau de ce partage, je sais qu'il y a aussi une autre très bonne professeure, Suzanne. Et voici un livre que j'ai donné beaucoup, qui est magnifique, qui s'appelle Ambre. C'est par Richard Wagamese. Il est Ojibwe et il est un écrivain connu. Il a écrit Le cheval indien et Medicine Walk. Ce livre a permis de planter la graine pour faire cette présentation aujourd'hui. Je pense à l'expression « toute ma parenté » depuis quelque temps. Elle a une énorme importance. C'est elle qui nous sauve en fin de compte. Elle révèle la vérité.
voulons que nous soyons tous apparentés. Nous sommes tous unis par des liens, nous appartenons les uns aux autres. Toutes est le mot le plus important. Pas seulement ceux et celles qui me ressemblent, qui chantent comme moi, dansent comme moi, parlent comme moi, prient comme moi ou agissent comme moi. Toute ma parenté. Cela veut dire chaque personne, de même que chaque brin d'herbe, chaque pierre, chaque minéral et chaque animal. Nous vivons parce que tout le reste vit aussi. Si nous pouvions décider ensemble de suivre cet enseignement, l'énergie que produirait tous, nous et la planète. Allons-y une personne, un cœur à la fois. Nous sommes tous unis. La réponse est en nous. C'est tellement magnifique. Alors que Suzanne et moi-même travaillons pour faire cette présentation, j'étais vraiment émue par la couverture de ce livre qui parle de connexion avec les ombres. Cela parle vraiment du travail dont nous allons parler aujourd'hui, c'est-à-dire de se jeter au feu pour les personnes avec lesquelles nous travaillons et puis aussi la transformation du feu pour l'argile, bien sûr. Merci, Shirley. Avec le feu, nous passons maintenant à l'argile. Un autre de mes professeurs, Paulus Berenson, a écrit ce livre fantastique qui est communié avec l'argile, vivre dans le moment présent. Donc, à chaque fois que je rencontre une personne pour la première fois, je leur demande de faire un danseur, puis il est devenu chorégraphe, et puis ensuite il est passé à l'argile. Et de faire un bol pincé, c'est juste de travailler avec l'argile et de pincer les coins du bol alors que vous expirez. C'est une façon tellement merveilleuse de connecter avec cette connexion que nous avons tous et avec le corps et en relation avec la respiration. C'est une façon fantastique de se connecter à la respiration, alors que vous inspirez et puis que quand vous expirez, vous rentrez dans votre centre. Et c'est ce que nous faisons ici, c'est-à-dire de nous déplacer depuis notre centre de gravité. Monsieur Albrecht en parle. C'est-à-dire que nous avons été sortis de notre hatha, comme ils disent en bouddhisme. C'est juste en dessous de notre nombril. C'est là où est notre centre de gravité. Notre nombril, c'est là où est notre centre de gravité. Donc, de respirer depuis le ventre et doucement depuis notre centre, c'est essentiel. J'aime beaucoup cette idée quand elle parle du bassin, qui est vraiment le siège de notre force centrale. On voulait partager avec vous ces deux livres, si cela vous intéresse au niveau des pratiques et d'art-thérapie. Cette femme a été vraiment une pionnière, Madame Albrecht. Il y en a une qui parle de travail avec l'argile, justement. Quant à moi, j'adore cette diapo. Je pense qu'elle indique vraiment très bien combien l'argile fait partie de notre ADN. Et c'est quelque chose qui est disponible pour nous depuis le début de l'humanité. Cela nous a permis de travailler avec des outils, de créer des outils pour notre survie aussi. Donc, de créer des outils pour notre survie aussi. Donc, en respectant l'univers où il y avait de l'eau, il y avait donc de l'argile que l'on pouvait accéder. C'est juste un petit rappel pour vous que cette argile fait partie de notre ADN en fait. Et alors que quand vous travaillez avec la clé, cela touche vraiment un des premiers sens et qui permet le développement humain. Donc j'aime vraiment cette danse entre l'argile et notre ADN, cette relation entre les deux. Michael Franklin a fait un livre récemment, Pratique contemplative dans les arts. Il est un art thérapeute qui enseigne dans une université et il nous apprend combien la pliabilité de l'article va pouvoir permettre à l'esprit de faire la même chose, d'être flexible, de se plier. Et combien il y a une expérience à ce moment-là pour être vraiment en connexion avec cette argile. Pardon.
Voici l'opportunité de voir une des premières sculptures aujourd'hui. Et Suzanne, je sais que cela vous intéressait. Un élément essentiel, c'est des gens qui étaient au 3e niveau des traumas. Il y a 3 niveaux pour le traumatisme. On pense à la sécurité, stabilisation, ensuite la transformation et de s'impliquer dans les collectivités. Notre travail est vraiment très politique. Donc, comment nous débrouillons avec ce contexte? Ce qui se passe, c'est que les participants eux-mêmes deviennent des agents de changement et qui créent des sculptures qui font partie ensuite d'expositions publiques. Oui, c'est vraiment. Michael White, qui est le cofondateur de la thérapie narrative, a dit cette citation que j'adore. La question n'est jamais de savoir si nous devons admettre ou non la politique dans la salle de traitement, mais plutôt de savoir si nous sommes prêts ou non à reconnaître l'existence de cette politique et à quel point nous sommes disposés à être complices de cette reproduction de politique. Par exemple, à partir d'une perspective intersectionnelle au niveau des classes sociales, sexualité, le genre, le sexe, et de déterminer la place que chacun a au sein de la société. Et de voir que certaines personnes qui sont privilégiées, comme moi-même par exemple, et cela est aux dépens des autres. Et comment est-ce qu'on peut considérer cela alors qu'on rentre dans la pièce en tant que thérapeute? Quelle est la relation que l'on a avec le client? Il nous faut vraiment être conscient de cette colonisation aussi, le néolibéralisme. Donc, comment est-ce qu'on considère toutes ces intersections qui sont vraiment intéressantes puisqu'elles arrivent de façon concurrente? Donc, comment est-ce qu'on aborde cela? Je pense que les artistes sont extrêmement éloquents en principe et ils parlent avec leur cœur quant aux projets dans lesquels ils sont impliqués. Souvent, avec leur cœur quant aux projets dans lesquels ils sont impliqués. Souvent, les adultes avec lesquels je travaille vont faire une déclaration commune qui est ensuite ouverte au public pour l'exposition. Et voici un petit extrait d'une des expositions qui était de briser le moule et de recréer le foyer. Notre esprit s'élève au-dessus de l'agression, des mauvais traitements et de la violence pour canaliser le traumatisme vers la créativité, le rétablissement, le renouveau et la réinvention. L'argile mène à la guérison. Ensemble, nous suturons la blessure béante. Pour reprendre cette idée de communauté, de collective, très souvent, une exposition avec l'art permet une connexion, même avec les enfants. Donc, il y avait ces 260 projets par Stephen Lewis. On parlait d'une fille qui avait été agressée sexuellement au Kenya et qui n'avait pas reçu d'aide. Ce travail a permis d'amener les coupables devant la justice et sans ces artistes, cela ne serait pas arrivé. Donc voici une sculpture qui a été développée par un groupe d'enfants qui travaillaient ensemble alors qu'ils avaient entendu cette histoire de la fille au Kenya. Ils voulaient montrer leur soutien. Et ils l'ont fait de cette façon. Donc, c'était une image qui a été prise de cette sculpture. Ils ont mis aussi une photo, un transfert de photos qui a été mis au centre. Et nous avons eu 200 réponses à cette citation, des messages de soutien. Et cette citation a été rapportée à l'orphelinat au Meru, et il s'expose toujours cette citation. Et les enfants de Meru ont entendu qu'à Toronto, il y avait des endroits pour que les jeunes enfants puissent guérir. C'est vraiment un travail exceptionnel et de partager ces histoires au sein des collectivités pour renforcer
les liens. Par exemple, l'un, il y avait 1 million de femmes qui se soulèvent. En 2013, le 14 février marque la plus vaste initiative mondiale de l'histoire pour mettre fin à la violence contre les femmes et les filles. Ce projet était un projet de 3 mois qui était une rétrospective sur le travail qui avait été fait depuis 10 ans avec la céramique justement et les femmes, personnes avec l'identité qui partageaient la violence contre le sexe grâce à la clé. Et ils ont montré qu'il y avait une transformation par le feu. Nous avons tous été bouleversés par le courage de ces artistes et les histoires qui voulaient vraiment participer à un changement social. Donc, comment est-ce qu'on peut rejoindre d'autres mouvements qui ont lieu dans le monde avec 1 milliard de femmes qui se sont soulevées en 2013? Donc, c'était incroyable. Voici donc une image de notre participation pour répondre à ce mouvement général. Donc, l'art-thérapie, l'activisme social peuvent se rassembler et travailler ensemble et améliorer l'expérience des gens qui deviennent eux-mêmes des agents de changement par leur travail et que cela continue à faire boule de neige, deviennent eux-mêmes des agents de changement par leur travail et que cela continue à faire boule de neige. Les gens avec qui l'on travaille sont des éducateurs. Certains proviennent, ils ont le stigmatisme, ils ont les pathologies, ils nous enseignent en permanence. Oui, et moi j'adore apprendre. Voilà, ce désapprentissage, réapprendre, cette énergie de métamorphose et de changement était comme un courant électrique dans tout ce projet. Voici une autre citation, une autre déclaration commune. Nous sommes fortes et fragiles comme l'argile que nous modelons. Elle nous apaise et nous calme. Elle nous fait découvrir notre passion créatrice et nous aide à avancer dans la vie. J'adore l'énergie de cette déclaration. Vraiment de cette réalisation en travaillant par l'argile. Et aussi, les aptitudes se développent quand on a l'opportunité de les pratiquer. Donc, il y a l'autorégulation, par exemple, pour autoréguler ses propres émotions. Et quelle occasion fantastique de pratiquer cette autorégulation en travaillant avec l'argile. Donc maintenant, on va passer à une citation de Cathy Malchiodi qui, dans l'Ouest, a fait des contributions importantes au niveau de la thérapie par l'art. Elle a fait une étude avec Naneho. Et les recherches de Han et des effets sur l'argile en psychothérapie pour des troubles profondément dépressifs. Oh, je suis trop passionnée, je suis trop enthousiaste, donc il me faut aller un petit peu plus doucement. Ce dont on avait besoin, c'était que tout ça reste avec nous. Oh mon Dieu, j'adore apprendre, j'adore apprendre. Cette étude était vraiment importante parce qu'elle a démontré les effets thérapeutiques de l'argile pour relâcher l'énergie, soulager les tensions, permettre de canaliser les sensations et réguler les émotions et aussi de permettre aux participants de développer des connaissances pour s'autoréguler. Et donc, c'était vraiment très intéressant car le travail avec l'argile, je vous en parlerai au niveau psychomoteur. Donc, pour développer à partir de cela, je voudrais partager avec vous une photo d'une sculpture qui a été faite par une jeune fille de 16 ans qui parlait de son expérience d'être comme dans une roue de hamster sans pouvoir en sortir. Donc, c'était au niveau du processus de ce projet qui leur a permis d'accepter leur histoire traumatique passée
Et aussi, cela l'a aidé à être prête pour le changement. Et ça, c'est une constante dans notre travail, de travailler avec l'acceptation de soi et le changement. Ce genre de projet donne vraiment une occasion exceptionnelle aux participants de s'éloigner de tout jugement et de pouvoir plus simplement réaliser ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc, il y a vraiment un entrejeu entre la création et l'idée d'acceptation et de modification, changement. On a besoin de la validation et de la compassion. Et je pense que c'est quelque chose qui est essentiel, monumental au niveau du processus humain. Encore une fois, d'être dans un espace partagé, de travailler en collectivité, permet à cette compassion permet aux participants d'expériencer complètement cette compassion et de se sentir validés en sentant qu'ils ne sont pas les seuls dans ce cas. Donc, au niveau de cette thérapie comportementale et dialectique, chaque groupe commence et se termine avec une pratique par rapport à la tolérance au niveau du stress. Il est assez fréquent dans une salle que quelqu'un travaille avec de l'argile et que l'argile ne fait pas ce qu'il veuille et qu'il puisse trouver des moyens de gérer cette détresse et de réguler l'émotion. Et ce qui est incroyable aussi, c'est cette occasion de pratiquer l'efficacité interpersonnelle, de travailler sur les relations, d'exprimer ses besoins, sur la communication. Et très souvent, cela se passe avec des personnes qui n'ont pas eu ces expériences auparavant. Surtout si auparavant, ils n'avaient fait seulement de la thérapie par le parler. Je voudrais partager ceci avec vous. C'était un exemple vraiment magnifique d'une évolution transformative d'une personne qui, quand ils sont arrivés avec nous, et il était même difficile pour cette personne d'arriver dans l'espace artistique dans lequel nous travaillons. Et ensuite, cette personne est venue comme si elle était dans une coquille. Et avec le temps, et j'adore cette citation, qui, je pense, s'adapte très bien à cette sculpture. La compassion est un principe fondamental de la méditation. La méditation n'est pas un cheminement narcissique ou intéressé. Elle forme la base de l'amour, de l'intégrité, de la compassion, du respect et de la sensibilité. Et vous pouvez voir ici, justement, que d'avoir ces mains qui s'ouvrent et que l'on puisse être témoin de cette vulnérabilité que l'on voit à l'intérieur et d'en prendre soin. Et l'expression des mains est merveilleuse. C'est vraiment une œuvre d'art extraordinaire. Et l'expérience du vécu de ces personnes qui est reflétée dans une œuvre d'art comme celle-ci. Voici l'exemple de la pleine conscience que je fais au Gardiner Museum, au musée Gardiner. Donc, il y a 10 personnes qui seront invitées à ce moment-là et qui vont explorer la respiration, d'être présent, l'argile, les interconnexions et de voir ce qui en ressort. Donc, cela donne un petit aperçu d'une sculpture sur laquelle on travaille, du processus et la fluidité, le mouvement que vous voyez ici dans cette sculpture est extraordinaire. Et Albrecht dit que chaque geste sur lequel on travaille, du processus et la fluidité, le mouvement que vous voyez ici dans cette sculpture est extraordinaire. Et Albrecht dit que chaque geste par lequel nous nous exprimons renferme l'expérience personnelle, biographique et relationnelle du monde. L'argile
Et tu en parlais tout à l'heure de l'expérience des jeunes, du corps, et qu'on peut ressentir aussi le travail dans son propre corps et combien l'argile est comme un miroir de cette expérience intérieure. C'est une matière tellement incroyable de voir que nous pouvons insuffler notre respiration et notre corps dans cette matière. Et d'avoir eu l'occasion d'être avec vous dans cette salle, avec les participants pour cet atelier spécifique, c'est les gens travaillent avec l'argile pendant 2 heures sans parler, ou d'être présents pendant le processus. Et c'est vraiment quelque chose de puissant de commencer à faire l'art et de s'exprimer par l'argile. Et les personnes qui participent et qui sont intéressées à participer à ce travail, il y a une telle énergie. Ensuite, l'argile retourne dans les sacs, mais il y a là une générosité en pensant que l'énergie qu'ils ont mis dans l'argile sera ensuite passée à une autre personne qu'ils ne connaissent même pas. Donc, ce transfert d'énergie est essentiel et important pour eux. Je pense que c'est aussi une invitation au lâcher-prise et de se rencontrer les uns les autres aussi. Il y a une véritable authenticité quand les gens ont cette relation à l'argile. Ils voient qu'il y a un dialogue avec l'argile. Comme vous voyez ici, une autre artiste, je parlerai de cette citation et ensuite passer à une autre diapo parce qu'elle parle de façon tellement éloquente de cette expérience de travail avec l'argile. Des mains qui autrefois cachaient mes cicatrices, étouffaient ma voix sont maintenant une forêt de mains qui appuient, tiennent, soignent, se tendent, étreignent mon histoire. Quelque chose se passe quand on travaille l'argile. L'expérience tactile, l'utilisation des 2 mains, c'est en quelque sorte très primitif et cela rejoint les parties les plus primitives de moi-même, les parties émotionnelles, enfantines, non intellectuelles. En façonnant mon argile, je me sentais constamment en colère ou triste, ou les deux. L'une des plus importantes ressources que j'ai jamais découvertes a été de trouver le moyen d'accéder à ces points douloureux et de passer à travers en toute sécurité. C'est absolument extraordinaire ce qu'elle a partagé avec nous au niveau de son dans l'argile. Elle arrivait à se réconcilier et d'être prête et de travailler avec ses besoins et les différents aspects d'elle-même et des relations et avec elle-même encore. C'est tellement important aussi d'avoir ce sentiment de sécurité quand on travaille avec l'argile. Cela m'a fait penser à un client qui était vraiment enthousiaste au niveau de la pratique sensorielle. Et de mon point de vue, j'avais l'impression que cette personne était vraiment jeune. Et je voulais m'assurer qu'elle soit une jeune adulte passionnée. Et je sentais qu'il y avait un tel enthousiasme et je voulais aller lui parler pour m'assurer que tout se passe bien. Et elle m'a fait comprendre, dis donc, laisse-moi tranquille. Et elle m'a fait comprendre qu'elle avait compris et que c'était vraiment un élément essentiel pour elle d'exprimer cela. Elle savait, il y avait quelque chose qu'elle ressentait lors de cette expérience et qu'elle avait besoin de l'explorer. Et il était important pour elle de rester. Et c'était un point pivot vraiment essentiel pour elle et pour moi d'ailleurs, de voir que oui, je suis très attentionnée auprès de cette femme. Et l'argile est un maître. C'est un professeur au niveau du ressenti dans notre corps, parce que le sens du toucher est vraiment un ressenti immédiat au niveau des récepteurs, des 5 sens, des récepteurs internes, des ressentis internes au niveau des tissus connectés instantanés au cerveau. Cela permet de continuer à faire bouger les choses dans ce circuit. On parle vraiment d'une approche remontante, ascendante au niveau de la thérapie.
Je pense que c'est ascendant par rapport au point de départ, c'est-à-dire d'avoir assez de confiance, de savoir ce qui doit être exprimé, d'essayer de l'exprimer avec l'argile et d'essayer de dialoguer, et de voir ce qui ressort et d'essayer de comprendre ce qui se passe et de faire cette connexion entre le corps, la respiration, le cerveau. J'adore cette image. Elle nous fait vraiment comprendre les choses et nous faire comprendre que le traumatisme est un phénomène physiologique plutôt que purement psychologique. La régulation émotionnelle est une aptitude qui consiste à se débarrasser de son fardeau et à permettre au système nerveux de se réinitialiser. Il est essentiel pour nous, en tant que praticiens, de remarquer le mouvement et de le suivre, les mouvements moteurs et sensoriels. Il nous faut être conscient de l'expression corporelle des personnes qui travaillent avec l'argile, par exemple. Par exemple, cet artiste faisait un mouvement répétitif. Vous verrez ici dans ces morceaux de fourrure rouge ici. À l'origine, quand elle travaillait avec ce mouvement, elle crée ce chien qui continuait de s'effondrer quelque part. Et ce qui a aidé vraiment, c'était d'impliquer la curiosité pour voir ce qui était dans ce mouvement. Et la sculpture qui est ressortie est incroyable. Juste en la regardant ce jour, et c'est là ce qui est fantastique, c'est d'avoir des documents vivants du travail, la position de la tête comme elle est plus basse que le reste du corps. Et cela représente un petit peu le traumatisme. Cela reflète un petit peu la honte. Et la honte nous invite à courber les chines. J'adore que vous ayez ralenti un petit peu pour regarder cette sculpture. Cela me fait penser au pot et qui a été fait en forme de cœur et qui invite la présence et cette compassion au sein du processus. Au niveau de logique, quand cela se passe, quand les créations sont faites, c'est là où tout se passe. Donc, voici leur déclaration. On verra la deuxième partie dans l'autre diapo. Je me suis exercée au silence comme une religieuse, vêtue de rouge, un habit de honte, rigide et figée, impénétrable et inaccessible. Je me suis retranchée pour ne pas devenir une cible. Aujourd'hui, je partage ma vérité, je retire mon habit rouge, j'inspire tout en expulsant la colère, le mépris de moi-même et le dégoût. Mes muscles tremblent, se tendent et se relâchent pendant qu'une onde puissante me traverse comme de l'électricité et fait gonfler, s'étaler mes cheveux, et que je prends une longue et profonde inspiration. Pour dire la vérité et affronter la cible, je dois être debout, prête pour l'interaction. Mon Dieu, c'est incroyable au niveau de l'intégration, ce qui a été... Mon Dieu, c'est incroyable au niveau de l'intégration, ce qui a été... ce qu'on a fait bouger. Le processus en lui-même, c'est absolument extraordinaire. Voici, ça c'est par Janina Fisher. Si vous voulez comprendre un peu plus les pratiques sensorielles et motrices, cette femme a fait un travail exceptionnel. Donc, pour parler un petit peu des métaphores que vous pouvez voir avec les sculptures faites en argile, c'est une invitation et je travaille moi avec des jeunes et des enfants et cela leur permet de mobiliser un petit peu l'histoire de leur expérience, le narratif. Souvent, la métaphore est une partie différente qui ont été utilisées et je pensais à une spécifique qui est revenue et qui parle de connexion. On travaillait au niveau des premiers points d'entrée. On proposait aux participants de créer une tortue. Pourquoi une tortue? Parce qu'on les trouve partout dans le monde.
C'était aussi pour honorer les gens et leur faire comprendre qu'ils peuvent aller à leur propre rythme. Donc, c'était un petit peu une métaphore pour représenter la force de la tortue. On a raconté des histoires, on a parlé de la tortue, le lièvre et la tortue, la fable connue. C'est mieux d'aller doucement et régulièrement quant au cheminement que l'on prend. Et même quand on parle du travail avec l'argile, c'est mieux d'aller doucement et régulièrement quant au cheminement que l'on prend. Et même quand on parle du travail avec l'argile, les participants, souvent, on leur propose d'inspirer et d'être avec nous, juste d'être ensemble. Donc, j'aime aussi la connexion avec l'idée de l'île de la tortue. Donc, c'est vraiment combien cela représente tous les différents aspects. C'est fabuleux. Maintenant, encore une fois, d'avoir ce cadre TCD à l'esprit, bien sûr, et combien la relation entre les facteurs d'art-thérapie, partenariat en fait, entre les principes de l'art-thérapie et la TCD, comme je disais. Donc, si cela vous intéresse, de vous informer, voici quelques recommandations. Susan Clark a un livre fantastique au niveau d'exercices en fonction, quand vous voulez soutenir un client et le pousser à se développer à travers C'est vraiment un livre auquel je retourne assez fréquemment. Bon, on en revient maintenant à la pleine conscience. C'est un élément essentiel au niveau des pratiques sensorimoteurs. On travaille toujours, on commence tous les groupes avec une pratique de pleine conscience. Et en pratique, elle est en alignement avec ce qui ressort du groupe. Par exemple, vous remarquez ici de tous les éléments de pleine conscience pendant les 12 semaines qu'ont duré le groupe. Et lors de la dernière semaine, il y a tous ces éléments ne sont pas cuits. On ne les met pas au carne, on les retourne ensuite dans le sac d'argile et on demande donc aux participants ce qu'ils en retirent parce qu'on recycle cette argile et qui est ensuite utilisée par un autre groupe. Donc on redissout l'argile dans l'eau quelque part et donc c'était vraiment un cheminement incroyable. Je voulais vous donner quelques ressources aussi. Ça, c'est un livre fantastique, Psychothérapie sensorimoteur, écrit par Pat Ogden et Janina Fisher. Je veux vous donner un petit peu des ressources et des éléments. Si vous voulez, je veux vous donner un petit peu des ressources et des éléments. Si vous voulez vous renseigner plus avant. Janina Fisher aussi a écrit un livre qui s'appelle Fragmented Self, le soi fragmenté, qui est un livre fantastique. Juste, non, quoi? Bon. Ah oui, on est tellement enthousiaste de partager avec vous parce que cette pratique est tellement merveilleuse. Et quelles sont ces différentes pratiques de pleine conscience? Le dernier jour de groupe où les participants viennent, ils savent que c'est le dernier jour de faire de la création et que cette fois-ci, ce sera cuit. Donc, quelquefois, ça peut être leur sculpture, celle de quelqu'un d'autre. Quelquefois, elle se brise lors de la cuisson. Donc, c'est de rester ouvert à avant de commencer. Donc, cet élément vient de Chine, où on leur demandait d'accompagner en pensée leur sculpture quand elle était cuite. Donc, on développe les ressources. Vous pouvez vous associer à votre mentor qui vous rejoigne, par exemple.
Vous créez un mentor ou une guide divinité du four. Voici, c'est vraiment... Est-ce qu'on peut retourner à la diapositive précédente? Parce que j'adore vraiment cette citation qui était avec l'un des artistes et qui parle de cette interconnexion avec l'argile. Elle dit, nous travaillons l'argile qui est un mélange de terre et d'eau. Le débit et le mouvement de l'eau nous enseignent des leçons sur le changement d'interconnexion avec l'argile. Elle dit, nous travaillons l'argile qui est un mélange de terre et d'eau. Le débit et le mouvement de l'eau nous enseignent des leçons sur le changement et la malléabilité. L'eau nous permet de façonner l'argile. La solidité et le poids de la terre nous procurent la stabilité et l'aplomb nécessaires. La terre maintient la forme de l'argile. L'argile est à la fois le mouvement et l'immobilité, la force et la souplesse. Wow. Encore une fois, c'est l'expérience du vécu de ces participants. Mon Dieu, quelle connaissance ils ont à l'intérieur d'eux. Et quand on peut accéder à cela et ce qui en ressort, ce qui émerge. Il y a cette œuvre d'art ou cet élément qui permettent de s'accepter. Je voulais partager avec vous quelque chose qui provient de Janina Fisher qui est un contexte. Et je vais vous lire cette citation. C'est aider les clients à considérer leurs symptômes avec curiosité et intérêt et à reconnaître les voix qui parlent à travers leurs réactions peut changer leur relation avec eux-mêmes et avec le passé et les amener à abandonner la honte, la terreur au profit de la compassion. Par exemple, quand on parlait du chien et ce mouvement et de l'invitation à être curieux, c'était une position diverse. Ici, le fait de savoir que chacune de ces parties a pour mission de survivre à sa manière aide le client à comprendre que la façon dont il a survécu a plus d'importance que la façon dont il a été victimisé. Mieux il comprend le rôle de chaque partie dans sa survie, mieux il accepte la notion de nous et la façon dont il a été victimisé. Mieux il comprend le rôle de chaque partie dans sa survie, mieux il accepte la notion de nous et ensemble, et mieux il rejette le sentiment d'abandon et d'isolement. Et on parle justement de notre histoire et des différentes parties. Voici vraiment une œuvre qui nous enseigne vraiment à comment il est important de garder vraiment ces différents ensembles, ces différentes parties de nous ensemble. Je voulais aussi reconnaître cela. Ce n'était pas seulement que c'était des nids magnifiques qui avaient été créés, mais c'est aussi tout ce qui les entourait, ce qui les enlaçait. J'ai trouvé que c'était très poétique. Et la sagesse, la malléabilité du cerveau, de la plasticité et de la créativité qui devait être ancrée au mauvais traitement. Maintenant, on va passer à l'espoir et la résilience. Concernant l'espoir et la résilience, voici un extrait d'un groupe Out of the Fire, Our Journey from Survivors to Thrivers. C'est l'extrait d'énoncé d'un groupe. Lentement, très lentement, un arbre de vie prend racine en nous et renaît des cendres de l'incendie destructeur de la violence. Telles les couleurs d'un papillon, la richesse de notre créativité émerge. Voici ici cette œuvre, une autre qui est extraordinaire et qui parle de cette présence compassionnée. Est-ce qu'on peut être présent avec les différentes facettes de notre soi et d'être ému par cela? Voici cet artiste encore incroyable. L'arbre externe est mort, mais un jeune plant survit. Je vis avec des blessures sur mon écorce externe, de profondes et douloureuses cicatrices infligées avec le temps, et pourtant je porte en moi un enfant qui est un germe d'espoir. Cet enfant allume l'étincelle d'une nouvelle croissance, bercée et nourrie par des mains qui ne remuaient auparavant que le désespoir.
Donc, elle nous enseigne, mais aussi elle nous permet de développer cette connexion avec la pleine conscience et avec l'expérience même. Voici un autre maître qui nous enseigne la résilience et le soutien nécessaire pour guérir. L'énoncé de cet artiste ici, Rachel, la chauve-souris est le mal qui s'est emparé de moi, qui m'effraie la nuit, qui me maltraite toutes les fois, le nuit, qui me maltraite toutes les fois. Le lion est le courage. Il a le courage de combattre le mal, de vaincre le mal, de se montrer à la hauteur, d'être grand et fort. L'arbre représente la paix. C'est l'arbre de vie. L'arbre me représente, forte et courageuse. Et puis me voici en train d'écouter ma musique et de lire un livre, libéré du mal, seul, en paix et libre, en paix avec mon arbre de vie. Je pense que, encore une fois, d'avoir cette opportunité de documenter ce qui a pu être utile au niveau du processus. Et puis, en même temps, de ne pas pouvoir vraiment connecter avec le trauma, mais en fait, c'est si on peut le nommer, on peut le faire ressortir. Et il y a aussi cette découverte de la relation avec le client qui est là. Cela me fait aussi réfléchir, parce que quelquefois on se dit que cela va prendre une direction et c'est vraiment la beauté du travail avec l'argile, c'est qu'il peut y avoir certaines transitions qui parviennent, parce qu'il y a une vie dans cette connexion entre la personne et l'argile qui est essentielle. Voici cette œuvre. Cet artiste faisait toujours face à la violence domestique lors de l'exposition et elle avait vraiment du mal à quitter la relation. Vous voyez ici que la sculpture sur la gauche, elle a retiré le toit de ces sculptures en fait. Par exemple, vous voyez qu'il y a un personnage qui regarde un personnage plus grand, et qui était un menteur par rapport à sa foi Baha'i. Et c'était son espoir pour pouvoir déménager dans un autre foyer et avec la sécurité. La soirée d'ouverture, elle a demandé à un chanteur d'opéra de chanter cette chanson que son mentor lui chantait pour faire la transition de la foi Baha'i. Voici son énoncé. Maintenant, j'espère en l'avenir. Je ne me crois plus fondamentalement imparfaite. Je ne crois plus que je mérite d'être violentée. Je crois maintenant que je mérite le bonheur, l'égalité et le respect. Après cette exposition, elle a pu, enfin, peu de temps après, elle a pu quitter sa relation. Donc, il est tellement important d'apporter ce travail dans les collectivités pour permettre. Après, elle a pu quitter sa relation. Donc, il est tellement important d'apporter ce travail dans les collectivités pour permettre à tous de pousser un changement social. Donc, nous arrivons maintenant à la fin de la séance. Il y a 2 diapositives que nous voudrions vous montrer encore. Voici des carreaux qui ont été créés pour s'assurer que le travail justement se poursuive et qu'il perdure. Les groupes des jeunes et des adolescents qui participaient avaient créé des sculptures individuelles et aussi une contribution qui serait laissée en arrière. C'est un petit peu cette pratique comme une bonne action en amène une autre. C'est cette idée encore des agents de changement, c'est-à-dire que chacun participant du groupe sait qu'ils ont une influence et qu'ils peuvent donner des messages de soutien qu'ils laissent derrière eux pour les autres personnes qui vont suivre ce groupe aussi. Et pour d'autres personnes qui ont fait l'expérience de la violence interpersonnelle. C'est une pratique tellement belle. Alors que nous arrivons à la fin du webinaire, nous voulions partager cette citation
de transformer le monde, de le bouleverser. À quoi cela ressemblerait-il d'appartenir au monde à part entière? Quelle sorte de culture, de connaissances et de structures communautaires pourrions-nous créer si nous pouvions prendre soin les uns des autres sans porter d'armure, si nous pouvions nous épanouir et développer les dons les uns des autres, si nous pouvions nous aider les uns les autres par des moyens concrets, authentiques et nous protéger contre des maux systémiques et la violence structurelle, même alors que nous luttons pour les vaincre. Que possédons-nous déjà en nous qui pourrait nous guider dans cette direction? Que nous luttons pour les vaincre. Que possédons-nous déjà en nous qui pourrait nous guider dans cette direction? Donc, ceci dit, alors que nous attendons les questions, j'ai oublié de vous mentionner au début, vous verrez dans les documents PDF que nous n'avons pas inclus les photos des œuvres d'art. Nous croyons sincèrement, toutes les deux, que bien que l'œuvre ait été pour des formations et d'éducation, je pense qu'il y a toujours cette idée sous-jacente d'être conscient toujours et de protéger un petit peu l'origine et surtout la direction des personnes. Tout le monde, que les gens savent le contexte et puis ensuite cela va aller sur l'Internet, donc c'est un autre cheminement. Ceci aussi, c'est un nouveau parcours pour nous de travailler, de faire ce webinaire, d'attendre vos questions. Encore merci d'avoir pris le temps de nous rejoindre. C'est vraiment tellement enthousiasmant. Il va y avoir un effet domino inconnu. Si les gens veulent nous poser des questions par la suite, ils peuvent toujours nous rejoindre plus tard. Enfin, tout est possible. Tout est possible. Ah, voici une question. Pas de questions aujourd'hui. Oh, that's so sweet. Oh, c'est tellement mignon. Je suis vraiment ravie que quelqu'un ait partagé cela. Donc, un petit rappel aussi, dans les documents PDF, vous trouverez de nombreuses références des ressources qui peut être aussi une avenue à explorer pour vous si on a réussi à piquer votre curiosité. Miigwech. J'ai Miigwech. Miigwech. Oh. Oh. Vous êtes vraiment un groupe très bienveillant et accueillant. Oh, on aurait dû tous prendre un morceau d'argile, peut-être. D'avoir des actions sociales, des compétences pour la vie, peut-être que c'est de cela dont on devrait parler. Bon, on vient de nous dire que si vous n'avez pas de questions pour le moment, n'hésitez pas. Et à tous. Merci Sergio. Passez